race à part, les plus courageux des pionniers de l'aviation, les plus intrépides des francs-tireurs. Depuis le vol du premier avion, ils ont osé pénétrer dans les profondeurs de l'inconnu. La tête froide et sûrs d'eux-mêmes, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour mieux comprendre, pour voler plus vite et pour être les premiers aux frontières du futur. Ce sont les pilotes d'essai. Aujourd'hui, une nouvelle machine va prendre vie. Les ingénieurs les plus brillants travaillent sur le projet depuis 10 ans. Des milliards de dollars ont été investis pour la réussite du projet. C'est une grande innovation des sciences et de la technologie. Mais personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les prochaines heures. Cet avion est unique et n'a encore jamais volé. Voici le F-22 Raptor, le tout dernier avion de combat supersonique furtif de l'US Air Force. Aujourd'hui, il va prendre l'air pour la première fois. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens partagent la satisfaction d'avoir construit cette magnifique machine. Mais un seul homme peut prouver qu'elle fonctionne réellement. Paul Metz est chef pilote d'essai de la firme Lockheed Martin. Dans quelques instants, il va risquer sa vie pour ouvrir la voie à la guerre aérienne du futur. Ce n'est pas la première fois qu'il est sur le grill. Au Vietnam, il volait sur F-105 Wild Weasel. Et il a reçu pour ses missions 2 Distinguished Flying Cross et 6 Air Medals. Voici 5 ans que Paul Metz étudie la documentation technique et s'entraîne sur simulateur. Mais qui peut garantir que la mission d'aujourd'hui ne finira pas en catastrophe ? Les pilotes d'essai appellent les nouveaux avions des tigres. La question est de savoir si celui-là est apprivoisable ou non. S'il tient ses promesses, le Raptor sera le plus redoutable des avions de combat du XXIe siècle. Il volera à Mach 1,6, virera dans un mouchoir et restera pratiquement invisible aux radars ennemis. Il représente une des plus grandes avancées technologiques en matière d'aéronautique depuis l'arrivée du turboréacteur. Un pilote d'essai disait un jour que la seule façon de monter un tigre est de l'attraper par les oreilles et de tenir bon. C'est ce que Paul Metz va faire aujourd'hui. Mais il ne sera pas seul. L'esprit de tous les pilotes d'essai qui l'ont précédé l'accompagne dans le cockpit. Aucun avion n'aurait vu le jour sans ces hommes. Au début du siècle, faire voler un plus lourd que l'air est encore un rêve. Grâce à leur persévérance, leur tâtonnement et une bonne dose de chance, 2 jeunes ingénieurs vont le réaliser. Les frères Wright ne sont pas seulement les premiers à faire voler un avion, ce sont aussi les premiers pilotes d'essai couronnés de succès.
Au cours des 10 années suivantes, les casse-coups du pilotage s'allient aux inventeurs pour repousser les limites de l'aviation dans tous les domaines. Les courses permettent de prendre la mesure des progrès les plus spectaculaires. Les concurrents arrivent avec des prototypes et des machines novatrices, devenant ainsi, pour satisfaire leur soif de vitesse, de véritables pilotes d'essai. Because there's only one reason for an airplane, and that is speed. Les innovations apportées par la compétition vont être d'une grande utilité pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-dessus du champ de bataille, la survie dépend de la vitesse. Mais en piqué, quand les avions atteignent les vitesses les plus élevées, les pilotes sont confrontés à un phénomène inquiétant. Comme un navire fend dans l'eau, un avion génère une vague en avançant dans l'air. À l'approche de la vitesse du son, environ 1076 km/h, se forme une énorme vague appelée onde de choc. Plus l'avion s'approche de ce moment, moins il est contrôlable. Les pilotes appellent cela le mur du son, parce qu'aucun avion ne semble a priori capable de passer au-delà. Le passage de ce mur pose un double problème. Bien que la vitesse du son dépende de la température de l'air et de l'altitude, les avions à hélice ne peuvent même pas s'en approcher en vol horizontal, et aucun n'est assez robuste pour encaisser les effets de l'onde de choc. Il faut tout reprendre à zéro. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le turboréacteur et le moteur fusée bouleversent la technique de propulsion des avions. Quelques jets réussissent à s'approcher de la vitesse du son Mach 1, mais aucun ne peut résister aux vibrations violentes causées par l'onde de choc. À l'époque, le seul objet capable de briser la barrière sonore est une balle de fusil. C'est donc en empruntant la forme d'une balle que les ingénieurs de la Bell Aircraft dessinent un avion totalement nouveau. Propulsé par 4 moteurs fusées, il est 2 fois plus robuste que n'importe quel avion. Il prend pour nom XS-1, XS pour expérimental supersonique, numéro 1 comme le premier pas vers l'inconnu. Enfin, un moteur assez puissant pour atteindre la vitesse du son et un avion assez solide pour résister à ce fameux mur. Il ne reste plus qu'à trouver un pilote d'essai assez téméraire pour affronter ce terrifiant Mach 1. Cette mission va incomber au chef pilote d'essai de la firme Bell, Jack Woolhams. Mais passer sa vie à jouer avec les vitesses limites se paie cher. En s'entraînant pour une course à Cleveland, Woolhams perd le contrôle de son avion de course et se tue en s'écrasant. Pour un autre pilote d'essai de chez Bell, cette mort relève de l'ironie du sort. Chalmers Slick Goodlin était un ami proche de Woolhams. Ils avaient joué à pile ou face leur place dans l'avion de course à Cleveland. Slick avait perdu. Et voilà que cet accident installe ce pilote d'essai de 23 ans dans le cockpit du XS-1. Au cours de l'été 1946, pendant que les moteurs sont en fabrication, il fait des vols d'essai en plein air. Même sans propulsion, l'avion se manie comme un chasseur dont il a la souplesse et l'agilité. Au sol, le vorace moteur fusée XLR-11 est presque prêt. Les ingénieurs ont prévu qu'il pourrait pousser le XS-1 à 1600 km/h, près du double de la vitesse du plus rapide des avions de l'époque. Pour les essais motorisés, l'équipe déménage dans le désert de Mojave, en Californie. Cet endroit isolé convient parfaitement aux essais secrets.
Le temps sec et ensoleillé promet des séances de vol sans interruption. Les 150 km² du sol bien dur d'un lac asséché constituent la plus grande piste du monde. C'est là que, fin 1946, Goodlin commence à s'attaquer au mur du son. À partir d'une rampe spéciale en béton, le XS-1 est fixé comme une bombe dans la soute d'un B-29. Avec un moteur qui consomme 10 litres de carburant à la seconde, le minuscule avion ne peut espérer plus de 2 minutes et demie de vol. Pour avoir assez de réserve lors de l'accélération finale vers le mur du son, le XS-1 doit être largué en vol. Le 9 décembre 1946, Slick Goodlin emmène l'avion-fusée faire son premier vol. Le moteur a du ressort. Goodlin rapporte qu'au moment de l'allumage, il a l'impression que quelqu'un l'a frappé dans le dos avec une pelle de plomb. Il est impatient de voir ce que son fauve a dans le ventre, mais il lui faut attendre. Le contrat de Bell avec l'US Air Force exige que l'on procède pas à pas vers Mach 1, en évitant une brusque envolée à travers le mur du son. Le XS-1 doit être remis à l'Air Force, mais Goodlin espère qu'en jouant ses atouts au mieux, il pourra accompagner l'avion comme pilote d'essai supersonique. Mais les choses se passent autrement. L'US Air Force a son propre programme pour le XS-1 et n'a pas prévu de pilote d'essai civil. À 2 doigts du but, Goodlin est forcé d'abandonner son avion. L'US Air Force le remplace par un homme du sérail, un pilote de chasse ayant fait la guerre, doué d'un sens aigu de la technique. Le capitaine Charles Chuck Yeager reprend les essais là où Goodlin a dû s'arrêter. L'avancée vers la vitesse du son sera méthodique. Le XS-1 est rebaptisé X-1 et Yeager prend même un malin plaisir à lui rajouter un surnom inspiré de son épouse, Glamorous Glennis. Le 14 octobre 1947, le X-1 est prêt pour l'assaut final. Mais Chuck ne l'est pas. Quelques jours avant, il a fait une chute brutale et souffre de 2 côtes fêlées. La bête sauvage qui l'a jeté au sol n'est pas le X-1, mais son cheval. Yeager n'en parle à personne. La mission se déroule comme prévu. À 1061 km/h, il sent les vibrations induites par l'onde de choc. L'aiguille du machmètre s'affole. Puis soudain, tout redevient normal. Yeager rapporte que s'il n'avait pas regardé les instruments, il n'aurait jamais su qu'il avait passé le mur du son. Mais au sol, son exploit est entendu des kilomètres à la ronde. En un instant, Mach 1, le monstre terrifiant est terrassé. Pour la première fois, un homme s'est déplacé plus vite qu'une balle de fusil. Les premiers pas de Chuck Yeager dans le domaine transsonique ouvrent la voie à la prochaine génération de pilotes d'essai et à un nouveau chapitre de l'histoire de l'aviation. L'avenir réserve de nouvelles surprises terrifiantes. Pour les affronter, il faut des pilotes aux nerfs d'acier. Armés de la volonté de tout risquer pour aller le plus vite et le plus loin possible, et déterminés à explorer l'inconnu jusqu'aux confins de l'atmosphère. Voici l'usine Lockheed Martin de Marietta en Géorgie. C'est ici que se prépare l'avenir de la guerre aérienne.
Sous le regard attentif du chef pilote d'essai Paul Metz et du chef mécanicien Larry Simpson, on assemble les derniers éléments du premier F-22 Raptor. En tant que chef pilote d'essai, Paul Metz doit se glisser à la fois dans la peau du technicien et dans celle du pilote de combat. Son travail consiste à anticiper les besoins des pilotes et à les traduire dans un langage compréhensible pour un ingénieur. Une fois en service, le Raptor sera l'envie de toutes les forces aériennes. Mais en attendant, il doit affronter des adversaires de l'intérieur. Ce F-22 doit pouvoir justifier son prix de 71 millions de dollars, soit environ 426 millions de francs. Pour les responsables du budget, la beauté du Raptor n'est que superficielle. Malheureusement, le F-22 est difficile à faire accepter. Je crois que c'est en partie parce qu'il n'est pas très différent vu de l'extérieur des avions qu'il doit remplacer. Mais en fait, c'est un progrès aussi important que celui des monoplans sur les biplans ou des jets sur les chasseurs à hélice. C'est ce genre de bond en avant. Cet avion représente un progrès réel par rapport à l'ensemble des appareils actuels, parce qu'il combine trois qualités apparemment incompatibles: vitesse supersonique, agilité et furtivité. Chacune de ces technologies est courante dans les machines de l'US Air Force, mais pas dans un seul avion. Le F-15 est rapide et agile. C'est une redoutable bête de combat, mais il lui manque la furtivité. Le F-117 Nighthawk est pratiquement indétectable par radar, mais il n'est pas supersonique. L'US Air Force voulait un avion possédant toutes ces qualités à la fois, une machine de rêve. Cette quête commence par une compétition. En 1990, sur les lieux mêmes où le X-1 avait mené l'assaut contre le mur du son, deux géants se préparent pour une nouvelle bataille. D'un côté, Northrop Grumman, McDonnell Douglas et Rockwell International ont rassemblé leurs forces pour fabriquer un prototype, le YF-23. De l'autre côté, on retrouve General Dynamics, Boeing et Lockheed avec leur propre prétendant, le YF-22. On retrouve General Dynamics, Boeing et Lockheed avec leur propre prétendant, le YF-22. Le pilote d'essai Paul Metz est là aussi, mais il n'est pas dans le camp Lockheed. Il pilote le prototype concurrent, le YF-23. Au-dessus du désert de Mojave, les pilotes d'essai et les machines s'affrontent durant 3 mois. Leur vitesse approche Mach 2. Leurs angles d'incidence feraient décrocher n'importe quel autre avion de combat. Leur agilité ferait honte à un oiseau-mouche. Quant à la furtivité, elle les fait disparaître des écrans radars. Les résultats de la compétition sont toujours tenus secrets, mais il est clair que les deux prototypes sont très proches. En 1991, les experts du Pentagone font tomber le verdict. L'équipe Lockheed Martin a gagné. Paul Metz est dans le camp des vaincus. Mais l'équipe Lockheed a bien besoin d'un autre pilote expérimenté. Metz fait ses bagages et déménage en Géorgie. C'est là où tout se passe. The pilot's day starts early. Quick breakfasts, quick goodbyes. His is a challenging job, but it's part of a routine. This is the man who is the key to years of work, concentrated days of preparation. The pilot of a multi-million-dollar flying laboratory. Now the schedule takes over. Nothing is left to chance. The checklist becomes your only master. Checking and double-checking is your margin of safety. This is where it begins. The serious work of research. Research that may save the nation's aviation industry years of effort, millions of dollars, and countless lives.
Dès les années 50, le lac asséché du désert de Moab est devenu un lieu mythique. Ce terrain d'aviation où se passent les essais est maintenant la base aérienne d'Edwards, la Mecque de tout pilote d'essai. Avec le premier passage du mur du son commence une période extraordinaire pour toute l'aviation expérimentale, une suite de défis fantastiques que les pilotes d'essai devront relever. Mais plus ils volent vite et haut, plus ils découvrent à quel point les effets de la vitesse et de l'altitude sont peu connus. Aucune soufflerie, aucun simulateur ne peut prévoir ce qui va se passer. Chaque nouvelle énigme impose la fabrication d'un avion spécial pour valider les théories. Et il faut trouver des pilotes d'essai assez téméraires pour mener à bien des expériences à haut risque. Il faudrait un avion capable d'explorer l'inconnu à pas de géant, au lieu d'une multitude d'appareils spécialisés dans des domaines restreints. Un laboratoire volant recueillant des données utilisables pour des années à venir. En 1958, cette machine est finalement prête. Elle a pour nom X-15. Conçu pour atteindre Mach 6 et monter jusqu'à 77 km d'altitude, le X-15 va non seulement doubler tous les records existants, mais il va aussi se retrouver à moins de 5 km des limites de l'atmosphère terrestre. Ce sera la première intrusion véritable dans l'espace. Pour piloter son nouveau laboratoire volant destiné à l'exploration des grandes vitesses et altitudes, le NACA sélectionne des aviateurs ayant une formation scientifique, les meilleurs. Scott Crossfield est le premier homme ayant volé à Mach 2 en 1953. Il est réputé pour sa précision inébranlable. Avec cet avion, il en aura besoin. Le X-15 est construit autour d'un énorme moteur fusée et son revêtement est un alliage spécial au nickel capable de résister à la chaleur. En fait, c'est une fusée orbitale munie d'une paire d'ailes et d'un manche à balai. En 1959, alors que le moteur est encore en construction, Crossfield effectue un premier vol d'essai en planée. Avec ses ailes minuscules conçues pour le vol en haute atmosphère, le X-15 plane comme une brique. C'est la première fois que l'avion est lâché totalement et le pilote a moins de 4 minutes pour découvrir son comportement en vol et le poser. Crossfield a démontré que l'appareil est effectivement contrôlable, mais la vraie mise à l'épreuve de son habileté est encore à venir. Pendant qu'on attend le nouveau moteur fusée, le X-15 reçoit des propulseurs provisoires. Même lors des essais à basse vitesse, l'avion dépasse allègrement Mach 2. Mais lors du troisième essai avec moteur, c'est la catastrophe. Un des moteurs prend feu et Crossfield perd de la puissance. Il réussit à diriger l'appareil vers le lac asséché le plus proche, mais se souvient soudain que le train n'est pas assez résistant pour un atterrissage à pleine charge. Crossfield se démène pour évacuer le plus possible de carburant, mais le X-15 est encore trop lourd quand il vient toucher brutalement le sol. Heureusement, les seuls dégâts sont matériels. Le X-15 s'est cassé en deux. En 1960, le moteur fusée XLR 99 est enfin prêt et Scott commence une série d'essais au sol. Dès le premier démarrage, il constate que ce moteur est très différent. En volant à puissance minimale, l'énorme fusée propulse le X-15 à un peu moins de Mach 3. Plein gaz, l'avion traverserait le ciel à plus de 6400 km/h dans un rugissement d'enfer. Scott Crossfield tient les rênes d'un dragon d'1 million de chevaux, crachant des flammes monstrueuses. Un régulateur de pression s'est bloqué et le système de propulsion surchauffé fait exploser le X-15.
Miraculeusement, Scott Crossfield sort de son cockpit avec un simple torticolis. Une fois ces problèmes de jeunesse résolus, les performances de cet avion en forme de poignard avec son moteur pyrotechnique vont dépasser toutes les prévisions. Pendant 9 ans, les meilleurs pilotes d'essai de la base d'Edwards volent à des vitesses et des altitudes qu'on n'espérait jamais atteindre. En 1962, Bob White gagne son insigne d'astronaute en sortant de l'atmosphère terrestre avec le X-15. C'est la première fois qu'un homme contrôlant le vol de son appareil reçoit cette distinction. En 1963, Joe Walker atteint l'altitude fantastique de 107,8 km et en 1967, Pete Knight mène sa machine à Mach 6,7. Aujourd'hui encore, ils détiennent toujours ces deux records. En fait, aucun autre avion n'a pu approcher de ces performances. Dans leur combinaison argentée, les pilotes d'essai du programme X-15 sont une vision d'avenir. Ce sont les premiers hommes de l'espace. Ce qu'ils savent et ce qu'ils ont vécu ouvre une nouvelle page de l'histoire de l'aviation. Ces hommes emmènent l'humanité vers l'âge de l'espace. Depuis 5 ans, le chef pilote d'essai de la firme Lockheed passe beaucoup de temps devant des jeux vidéo. Mais cette machine ne fonctionne pas avec des pièces de monnaie. Les enjeux sont beaucoup plus importants. La mission de Paul Metz consiste à piloter le tout nouveau F-22 Raptor de l'US Air Force pour son premier vol. Il entre en territoire inconnu et son seul guide sera son expérience acquise pendant des heures d'entraînement. Mais les choses pourraient être pires. La plupart des grands pilotes d'essai n'ont pas eu la chance de faire une répétition générale. Dans ce simulateur reproduisant quasiment la réalité, Paul Metz peut non seulement préparer comment il pilotera le F-22 pour son premier vol, mais il peut aussi jouer le chef de patrouille en imaginant les pires conditions d'une bataille à venir. Le F-22 est l'avion de combat du futur. Ses capacités sont bien supérieures à n'importe quel appareil existant. Dans quelques années, il remplacera le F-15 Eagle, le plus rapide et le meilleur avion de supériorité aérienne en service. En 25 ans de carrière, les F-15 ont abattu près d'une centaine d'appareils ennemis sans qu'aucun d'eux n'ait jamais été perdu en combat. Vieux d'une trentaine d'années, le F-15 n'est plus à la pointe des technologies. Aujourd'hui, il consomme trop. Pour atteindre Mach 2 et plus, il doit utiliser la poussée supplémentaire fournie par la post-combustion. Mais ce système brûle du carburant à une vitesse impressionnante. À vitesse maximale, un F-15 peut vider ses réservoirs en 15 minutes. Le F-22 est beaucoup plus économe, une vraie révolution. Ces moteurs Pratt & Whitney ultramodernes lui permettent de croiser à Mach 1,6 pendant toute la durée de sa mission sans utiliser la post-combustion et sans risque de surchauffe. C'est ce qu'on appelle la supercruise, ce qui veut dire que le F-22 peut aller plus loin en volant plus vite et en consommant moins que n'importe quel autre avion de combat. Il bénéficie aussi de l'effet de surprise. Comme le F-117 Nighthawk, le Raptor est furtif. La furtivité réduit la taille de l'avion sur les écrans radars ennemis. Un objet ayant des formes en angle droit réfléchit mieux les faisceaux radars et apparaît plus gros sur l'écran. Le F-117 ne présente aucun angle droit et dévie les signaux radars. De plus, il est recouvert d'une matière absorbant les fréquences radars, ce qui lui donne la taille d'un oiseau sur l'écran. Mais si le Nighthawk peut effectivement survoler les territoires ennemis en toute impunité, sa vitesse faible et son manque d'armement air-air en font un piètre avion de combat aérien. La cellule du F-22 ne présente pas non plus d'angle droit. La totalité de son armement et de son carburant se trouve dans le fuselage.
Sur les écrans radars, l'avion ne sera pas plus gros qu'une libellule. Et dans le ciel, il sera tout aussi agile. Le Raptor a été conçu pour le combat aérien contre les meilleures machines. Et celles-ci se sont beaucoup améliorées. Car à l'aube du XXIe siècle, la concurrence s'annonce serrée. Comme le F-22, l'Eurofighter 2000 peut voler à près de Mach 2 et ses moteurs lui permettent la supercruise. Les petites ailes avant, les surfaces canards, offrent une agilité incomparable à basse vitesse et en combat rapproché. Comparé à l'avion américain, l'Eurofighter est plus léger, plus rapide, mais son autonomie est largement inférieure. Si le F-22 furtif est un peu le ninja des avions de combat, ce Sukhoi Su-37 lourdement chargé est alors un sous-motori. Aucun autre appareil de combat n'est aussi lourd et aussi grand, mais il est étonnamment agile. L'Eurofighter et le Sukhoi ont beau être à la pointe du progrès, il leur manque une chose, la furtivité. Depuis plus d'un demi-siècle, les Russes et les Américains sont en concurrence et les pilotes d'essai sont les coureurs du marathon technologique. En 1960, les ingénieurs aéronautiques doivent relever un défi extraordinaire, envoyer un homme sur la Lune dans les 10 ans. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Il reste beaucoup à apprendre, aller dans l'espace est une autre paire de manches. Les pilotes d'essai doivent laisser tout ce qu'ils ont appris au vestiaire. Ils doivent réapprendre à manger, à dormir et à marcher. Ils subissent toutes sortes de tests. Ils sont ballottés, submergés, secoués, sous l'œil de nombreux médecins qui surveillent leur moindre souffle. Les pilotes prêtent leur cœur à la science, semblables à des rats et à des cochons d'Inde de laboratoire, pour avoir le privilège de jouer à Buck Rogers. Dans l'urgence de gagner la course à l'espace, la NASA décide d'utiliser à la place de véhicules spatiaux récupérables des fusées jetables. Les pilotes d'essai raillent ce choix technique. Ils ne sont plus que de la viande dans une boîte de conserve. Les fusées décollent, les capsules retombent. La seule chose qu'on peut envoyer 2 fois dans l'espace, c'est l'astronaute. Pourtant, à la base d'Edwards, certains ingénieurs de la NASA ont une meilleure idée, des véhicules spatiaux pilotés et réutilisables. Le premier obstacle à vaincre est la chaleur due au frottement lors de la rentrée dans l'atmosphère. Aucun avion ne peut avoir des ailes assez robustes pour résister à cet effort. La solution est radicale et semble défier les lois de l'aérodynamique, la suppression des ailes. La forme particulière du fuselage fournit assez de portance pour faire voler l'engin. Il est baptisé lifting body, fuselage porteur. Mais lors d'un vol d'essai, le pilote, Bruce Peterson, découvre le défaut du fuselage porteur. L'étrange avion convient parfaitement aux vitesses et aux températures élevées de la rentrée dans l'atmosphère, mais démuni de voilure, il est instable à basse vitesse. Juste avant de se poser, il commence à osciller dans tous les sens.
Le pilote essaie d'éviter une collision avec l'hélicoptère de surveillance avant de s'abattre brutalement sur la piste. Miraculeusement, Peterson survit. Comme son appareil, il revolera. Les pilotes d'essai assignés au programme travaillent dur. Malgré l'inconfort des vols à bord de leur baignoire volante ou de leur patate à ailettes, ces hommes assez courageux pour maîtriser ces curieuses machines ont la conviction de participer à quelque chose d'important. Dans les années 70, la NASA revient une fois de plus au concept du fuselage porteur. Et finalement, le véhicule spatial piloté que tout le monde attendait est enfin construit. Aujourd'hui, 4 navettes spatiales explorent régulièrement les régions orbitales. Et cela grâce à quelques visionnaires assez fous pour lancer le programme des fuselages porteurs expérimentaux. Le courage des pilotes d'essai ne s'est jamais démenti dans les projets les plus fous de l'histoire de l'aviation. Lorsque les puissances occidentales ont demandé un nouvel avion de combat capable de s'accommoder des conditions de la guerre froide en Europe, une équipe d'ingénieurs anglais propose une solution étonnante. Il suffit de trouver quelqu'un qui soit assez fou pour le piloter. Dans les années 50, la course vers l'avenir est plus fantaisiste qu'aujourd'hui. Les militaires veulent de la science-fiction. Des jets capables de s'arrêter immédiatement, de descendre comme une pierre pour aussitôt remonter tout droit. C'est le concept du VSTOL, le décollage et atterrissage vertical. Les pilotes d'essai grimpent dans de curieuses soucoupes volantes à la recherche d'une solution pratique. N'importe quel engin muni d'un jet pointé vers le bas peut grimper ou descendre. Le gros problème, c'est la transition du vol vertical au vol horizontal. Des dizaines de machines sont essayées, aucune n'est vraiment pratique. C'est alors que des ingénieurs de la firme britannique Hawker Aviation, exploitant un brevet français, ont une idée originale. Ils proposent un avion classique dont les moteurs pivotent pour voler dans toutes les directions. Hawker réussit à mettre au point le moteur. C'est au tour du pilote d'essai Bill Bedford de découvrir comment le faire voler. Le Hawker P1127 est un poulain nerveux, au cou de sabots méchants. Les techniciens au sol l'ont d'ailleurs attaché pour les premiers essais. Bedford raconte que l'appareil cabriolait comme une vache saoule. Même avec une jambe cassée, il tient à voir ce que la bête a dans le ventre. Le 19 novembre 1960, Bill Bedford est satisfait. Il va faire le premier vol libre. Au moment de se poser, il fait pivoter les tuyères vers le bas. Le flux d'air chaud rebondit au sol et manque de faire verser l'avion. Tout le monde est impatient de voir Bill Bedford et son jumping jet. Au Salon du Bourget de 1963, il fait une démonstration des capacités de l'appareil et de ses inconvénients. Bedford s'en sort indemne. 2 ans plus tard, l'appareil baptisé Harrier sera le premier avion à décollage vertical à être construit en série.
Bien que Bill Bedford ait beaucoup travaillé pour l'apprivoiser, cet appareil reste aujourd'hui un des plus difficiles à piloter. Pour ceux qui le maîtrisent, le Harrier est pourtant une formidable machine de combat. La Royal Navy a pu le constater pendant la guerre des Malouines en 1982 et les Marines américains l'ont apprécié dans la guerre du Golfe. Il permet d'arracher rapidement la victoire. En donnant le jour à l'avion à décollage et atterrissage vertical, les ingénieurs et les pilotes d'essai ont changé les règles du combat aérien pour toujours. Aujourd'hui, les progrès continuent. Dans l'obscurité se terre la nouvelle référence en matière de technologie aéronautique. Lors du dernier briefing avant le vol inaugural du F-22, le pilote d'essai Paul Metz et l'équipe des opérations en vol se préparent du mieux qu'ils peuvent à plonger dans l'inconnu. Après tant de préparatifs, d'organisation, des années passées dans des simulateurs, personne ne peut affirmer que le Raptor va même décoller ou que l'opération entière ne va pas finir en catastrophe. Le danger est là, il y en a toujours. Quand on rassemble tant de pièces dans une seule machine, il y a toujours un risque que quelque chose ne fonctionne pas. L'enjeu est énorme. La vie du pilote d'essai et l'avenir de la firme Lockheed Martin dépendent du bon déroulement des événements. A couple words before I leave, and that's it. I've never seen such a thorough and professional job done by a group of people as watching and monitoring this progress towards first flight. And we're awfully proud of everybody that's put all the time and energy into getting us to this point. So good luck and Godspeed. We're all with you, Paul, and it's going to be a great day. Sure is. So, thanks for everybody's effort to get us here to this point. Aujourd'hui, pour Paul Metz, le danger devient tangible. On dit toujours que voler est une occupation périlleuse, c'est vrai. Je passe beaucoup de temps à réfléchir pour trouver ce qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner sur un avion comme le F-22. Et comment je réagirais à cette situation. J'y pense sans cesse, pas pour m'angoisser, mais pour être totalement prêt mentalement à relever ce défi. Le Raptor numéro 1 est fin prêt. C'est maintenant à Paul Metz de montrer que cet oiseau de proie peut voler. Fini les répétitions, ce vol inaugural du premier F-22 se fera à l'instinct. Même si on est toujours extrêmement tendu quand on prend les commandes d'un nouvel avion pour la première fois, notre pilote d'essai doit être assez calme pour faire face aux moindres problèmes qui pourraient surgir. L'une des bases de la formation de pilote d'essai est d'apprendre à garder l'esprit ouvert. Il faut développer ses capacités à percevoir la moindre différence. Savoir s'adapter très rapidement si les caractéristiques de vol ne sont pas celles qu'on attendait. Il ne faut pas attendre d'un avion qu'il se comporte comme prévu, parce que chaque avion est différent.
Il n'y a qu'une place dans le cockpit du Raptor, mais 2 autres pilotes d'essai de chez Lockheed vont participer au vol. Aujourd'hui, aux commandes de ces F-16 d'accompagnement, ils piloteront un jour le Raptor. Ils sont aux premières loges pour voir ce qui les attend. H-10 secondes. Les contrôleurs de vol ont donné l'autorisation. Il est temps pour Paul Metz de montrer ce que ce tigre a dans le ventre. Le premier F-22 Raptor prend l'air. Tout le monde va pouvoir admirer une nouvelle génération d'avions de combat. Pour ce pilote d'essai, la journée de travail commence. Faire décoller le F-22 n'est que la première étape d'un long processus d'expérimentation et d'essai. Paul Metz aura largement de quoi s'occuper. Une trentaine de capteurs placés sous le revêtement du Raptor lui fournissent constamment des informations. Altitude, vitesse, position, volée, température des moteurs, attitude. Il faudra ensuite qu'il surveille l'approche des avions ennemis, les systèmes d'armes et qu'il pointe sa cible. C'est beaucoup pour un seul homme. Vous avez les enfants dans la voiture, le chien qui vous lèche le visage, il fait une chaleur à crever, la climatisation est en panne, vous êtes sur l'autoroute avec des camions des deux côtés, soudain un bourdon rentre dans la voiture. Vous diriez que là, il y en a un peu beaucoup. C'est un peu ce qui se passe dans un avion. Il y a tellement d'informations et vous subissez tellement de pression que vous risquez de disjoncter. Vos capacités sont dangereusement réduites. Pour un pilote d'essai ou un pilote de combat, ce genre de surcharge d'informations peut être mortel. C'est pourquoi Paul Metz et les ingénieurs de chez Lockheed Martin et Boeing ont mis au point des électroniques de bord révolutionnaires basées sur un processeur central, une sorte de super ordinateur dans le cockpit. Un pilote au combat a l'assurance que les décisions peuvent être prises plus vite dans des situations où la moindre seconde compte. Le but de toute cette technologie est d'offrir non seulement un avion plus efficace, mais aussi l'environnement le plus sûr possible pour le pilote du Raptor. Je serai trop vieux pour utiliser cet avion tel qu'il sera dans quelques années. Mais j'y pense beaucoup parce que j'ai 3 fils. Je ne veux pas que mes enfants fassent la guerre. Mais si ça devait arriver et que nous devions envoyer nos jeunes et mes fils au combat, je veux être certain que leurs armes soient déterminantes, qu'elles les protègent efficacement et qu'elles minimisent les pertes en vie humaine de notre côté, comme du côté ennemi. Et enfin qu'elles permettent de conclure la guerre rapidement. Les années de labeur acharné ont enfin payé. Chacun peut maintenant pousser un soupir de soulagement.
Aujourd'hui, la force aérienne la plus moderne du monde s'adjoint un nouveau membre. Et un pilote d'essai revient d'un long et dangereux voyage. Pour l'équipe responsable, il y a encore une chose importante à faire. D'après la tradition, les nouveaux avions et leurs pilotes sont baptisés après leur premier vol. Sans le courage des pilotes d'essai, les machines les plus osées de l'histoire n'auraient pas pu voir le jour. Tout à la fois ingénieur et casse-cou. Depuis la naissance de l'aviation, les pilotes d'essai ont enfoui leur peur et risqué leur vie pour aller explorer l'inconnu, pour agrandir le domaine d'action de l'homme et forger l'avenir.